Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, le vice-premier ministre chinois ont assisté à la signature d'un accord sur la mise en place d'un centre médical chino-africain en Guinée. Ce premier centre du genre en Afrique va permettre de mettre en place les avancées technologiques. Et puis une mission de l'Agence française de développement vient d'effectuer une visite de terrain dans la commune rurale de Kabak. Objectif, évaluer le reboisement de la mangrove au titre de la compensation carbone du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée. Enfin, place au Festival des mots, un événement qui célèbre la puissance et la beauté des langues pour cette 8e édition. Le thème à nos mémoires sera débattu par les festivaliers. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Ce mardi 11 novembre 2025, à Moribaya, le train transguinéen a sifflé pour la première fois, marquant le début officiel du minerai de fer guinéen vers le marché mondial. Un symbole fort, celui de la souveraineté économique, du progrès maîtrisé, la concrétisation des rêves nationaux sous le regard du président Mamadi Doumbouya. Ses homologues africains et autres invités de marque, la Guinée a confirmé qu'elle n'attend plus le développement. Elle le construit pas à pas sur ses propres rails. Fatoumata Kourouma, Almami David Silla. Ce sifflement est le son de l'espoir, le son qui réveille les rêves endormis dans le noir. C'est la promesse d'un matin sans peur, le chant d'un peuple qui bat d'un même cœur. Ce sifflement est le son de l'avenir, l'écho d'une nation prête à grandir, le son du développement durable, le rythme d'un progrès inébranlable. C'est la marche d'un peuple vers la lumière, la preuve éclatante que les efforts de la Guinée ne seront plus éphémères. Ce mardi, 11e jour du 11e mois, à 11h11 précise, le train de la souveraineté économique guinéenne a sifflé. Les wagons chargés de minerais de fer ont quitté les mines de Beila et Kerouané pour Moribaya, marquant un tournant historique dans l'histoire industrielle du pays. Sous les regards du président Mamadi Doumbouya, du président Paul Kagame, du président Brice Clotaire Oligui Nguema et du vice-premier ministre de la République populaire de Chine, la Guinée a vécu un moment de fierté intense, un moment d'unité, de vision et d'espérance. Le président Mamadi Doumbouya, symbole de la détermination nationale, est monté à bord du train, dans la cabine même, pour amorcer lui-même le démarrage de ce convoi historique. Un geste fort, empreint de symbole, comme pour dire au monde, la Guinée avance par elle-même et pour elle-même. Autrefois marécages et forêts, Moribaya se dresse aujourd'hui comme le cœur battant du progrès guinéen. Une transformation rappelée par le président du conseil d'administration de la CTG, pour qui cette métamorphose illustre la vision du chef de l'État et la persévérance du peuple. Monsieur le Président, il y a 3 ans, ce port était encore une boue marécageuse et des forêts abandonnées. Il y a seulement 3 ans. Grâce à votre vision et votre leadership, des négociations ont été menées, des travaux effectués pour sortir en un temps record les plus grandes infrastructures minières au monde. Et cela se passe ici, en République de Guinée. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie des Transguinéens est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, 2 ports minéraliers, un port commercial avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum.
Cela n'a été possible que grâce à vos visions. Au-delà des infrastructures, vous avez aussi instruit le comité stratégique de penser à la prochaine étape. Et il a été prévu dans les accords que des études de faisabilité seront menées dans moins de 2 ans pour la construction d'une unité de transformation de ces minéraux en acier ou en pellets sur le sol africain de Guinée. Pour le représentant de Rio Tinto, ce projet colossal est le fruit de la résilience du peuple de Guinée. Il s'est dit honoré de participer à la réussite de cette œuvre commune. And a special thanks must go to the people of Guinea. La fierté du peuple guinéen, c'est un catalyseur sur le plan du développement et c'est une opportunité offerte à tout un chacun. Nous assistons à la construction des infrastructures, le renforcement des collaborations, la coopération. Cela témoigne de notre engagement. Je crois bien que chacun se sent fier vis-à-vis de ce projet. C'est alors un nouveau partenariat qui vient encore d'être ficelé. Ce projet est un changeur de jeu, s'il faut le dire ainsi. Il faut qu'on continue à travailler ensemble pour pouvoir être à la hauteur de l'attente de la population. Il est important de travailler main dans la main vis-à-vis des objectifs que nous avons en face. Nous allons continuer à travailler ensemble sur des projets à long terme en faveur de la population et pour le bien-être de la population. Je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence le Président Doumbouya. Merci de nous avoir porté confiance. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir fait partie de ce projet. And thank you for allowing us to be part of this incredible journey. Pour le représentant de Wekiao, le projet Simandou a créé de réelles opportunités, non seulement pour la Guinée, mais également pour la Chine. Par son importance stratégique, Simandou s'impose comme un pilier du développement économique et durable du pays. Il a ainsi invité le peuple de Guinée à profiter pleinement des retombées de ce projet, symbole d'un partenariat fructueux entre la Guinée et ses partenaires industriels. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Venir procéder à l'ouverture de ces grands projets. Ces projets ont pu être réalisés grâce au concours des différents responsables, des différents partenaires. Nous avons pu parvenir aujourd'hui à ces projets. C'est pourquoi je remercie les différents acteurs. Il y a 3 ans, nous avons entamé un périple afin de parvenir à ces projets. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Nous pouvons réaliser enfin notre rêve ensemble avec la Guinée. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour procéder à l'ouverture du plus grand projet minier. Le projet Simandou est d'une importance capitale pour la Chine, à la fois pour la Guinée, au vu de son envergure, au vu aussi de sa qualité. Au niveau de la procédure de gestion, plusieurs partenaires ont travaillé ensemble pour atteindre cet objectif. Et le plus important aujourd'hui, c'est faire de ces projets un moteur de développement pour la Guinée et un acteur majeur aussi pour la Chine. Ce projet va apporter beaucoup de développement. Pour le représentant de Baou, le géant de l'acier, ce jour est historique. Après avoir bravé tant d'obstacles, la Guinée récolte aujourd'hui les fruits de sa patience et de sa vision. Aujourd'hui, nous sommes au port de Moribaya, procéder à l'inauguration du projet Simandou. Ça, c'est un grand jour pour nous. Ça, c'est une grande opportunité aujourd'hui. Ce projet est d'une importance capitale pour nous. Du début jusqu'à la fin, le projet Simandou a créé des opportunités à la Guinée, mais aussi à la Chine. Plusieurs
partenaires se sont donné la main pour travailler ensemble et ensuite parvenir aujourd'hui à ces résultats. Du début jusqu'au développement de ces projets, nous avons travaillé ensemble sur les projets communs. Le gouvernement guinéen n'a ménagé aucun effort pour parvenir aujourd'hui à ces résultats. Donc, nous les remercions pour cela. Le projet Simandou, avant, notre objectif est faire du projet Simandou un partenariat stratégique afin de développer le projet entre nous. Le projet Simandou, avec son importance élevée, est une importance capitale. Il peut participer au développement économique de la Guinée. L'entreprise Baou et le gouvernement guinéen continueront de travailler ensemble pour participer au développement de la Guinée et à l'exploitation de ces projets qui ont d'une qualité élevée. Et pour la Chine aussi, c'est une importance capitale. Nous espérons que le peuple guinéen pourra bien profiter de ces projets. Le début de ces projets, ça n'avait pas été facile. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus. Nous en sommes satisfaits. Ce train, symbole de progrès, a été conduit par 2 Guinéens, un homme et une femme, un signe fort d'égalité, de compétence et de confiance en la jeunesse du pays. Dans son allocution, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a rappelé que Simandou n'est pas seulement riche de son fer, mais aussi de la force de l'unité internationale qu'il incarne. Chaque continent y est représenté, chaque nation y a apporté sa touche, faisant de ce projet l'un des plus intégrés au monde. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. À travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de classe mondiale d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du Transguinéen, CTG. Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minéraux de fer du méga-projet intégré mine infrastructure de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou, de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie
sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels, Rio Tinto, China Alco, Bao, le géant chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations. Également, Simandou, c'est un bijou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait Simandou en respectant les documents contractuels dans la phase de construction. Et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie, celle de la mise en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays. Guidé par l'esprit panafricain, républicain et patriote du président Mamadi Doumbouya, la Guinée prouve aujourd'hui qu'elle peut concevoir, structurer et réaliser des projets d'une qualité premium pour le seul bénéfice de son peuple souverain. Aujourd'hui, nous célébrons bien évidemment la mise en service d'un projet intégré avec 4 blocs miniers, une ligne ferroviaire, le Transguinéen, de plus de 650 km, double voie qui pourrait traverser d'autres pays de la sous-région, pourquoi pas le continent africain. C'est le sens élevé de votre esprit panafricain. La Guinée a démontré qu'elle savait concevoir, qu'elle sait négocier, exécuter et livrer un projet d'envergure mondiale selon les meilleurs standards les plus élevés au monde. Comment sommes-nous parvenus? Je crois qu'il faut rendre hommage au premier artisan de cette exceptionnelle réussite pour notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci: Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain, en préservant les intérêts vitaux des Guinéens, en respectant l'environnement et les standards internationaux concernant l'ensemble des infrastructures. Si vous ne pouvez pas me garantir cela, venez me voir. J'arrête, je ne suis pas pressé.
un autre président viendra le faire. Cette ligne directrice a guidé chaque prise de décision, Monsieur le Président, dans les négociations du projet Simandou. Elle est aussi au cœur du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Ce minerai que vous apercevez, c'est le fer guinéen à l'état brut. Un minerai d'une qualité exceptionnelle avec une teneur de 65%, symbole de la richesse du sous-sol guinéen. Les travaux autour de cette ressource stratégique prennent désormais forme. Chaque tonne de minerai extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. Notre boussole est simple, rendre les Guinéens riches par le travail, avec des objectifs clairs de 3 engagements fermes du contenu local. Premièrement, emploi et compétences, priorité de l'emploi aux Guinéens. Accélération du transfert des compétences, montée en puissance des filières de formation à travers des écoles techniques et des partenariats avec des universités. Et surtout, l'initiative dédiée particulièrement avec Simandou Academy. Excellence, Monsieur le Président, le premier train qui a sifflé aujourd'hui à 11h11 est conduit par une Guinéenne, formée en Guinée. C'est ça, vos instructions de garantir le transfert d'expérience. Ce n'est que le début. Le contenu local, ouvrir largement les marchés des travaux et des services aux PME guinéennes pour la logistique, la maintenance, le génie civil, les services techniques et intellectuels, avec des standards contractuels qui favorisent l'ancrage mondial. À l'issue des négociations, nous avons obtenu 3 acquis clés structurants de la part de nos partenaires que je tiens à saluer à nouveau ici pour leur contribution décisive et leur implication de chaque instant pour la réussite. Participation de l'État au capital, non seulement des mines, mais aussi des infrastructures, rails, ports et futurs actifs de transformation du minerai en République de Guinée. La Guinée est donc copropriétaire des leviers stratégiques de Simandou. Décision réservée. Aucune décision ne se prend dans Simandou sans l'État guinéen. Les attentes du peuple de Guinée à travers ce projet vont au-delà d'un projet minier d'infrastructure. C'est pourquoi les partenaires du projet sont appelés à investir dans le capital humain en Guinée, en donnant la priorité au renforcement des capacités locales, à travailler sans relâche, à fédérer autour d'une plateforme commune de formation des jeunes. Il s'agit de bâtir des partenariats durables conformément au programme Simandou 2040. Au-delà des revenus que l'État guinéen va percevoir dans cette EG, l'impact du projet réside inévitablement dans la création d'une expertise locale au niveau de la main-d'œuvre, mais également au niveau de l'équipe dirigeante. Le suivi de toute la chaîne de valeur du projet Simandou, de la production au transport ferroviaire jusqu'au transport portuaire, à la commercialisation du minerai. Et la transformation, bien évidemment, sur le sol guinéen. L'exécution contractuelle incluant le respect intégral des conventions, y compris sociales, environnementales. La robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'optimisation des ressources à la mine, la fiabilité des rails, l'intégrité portière, la maintenance préventive, la montée en charge. La transparence comme clé de notre travail, fondée sur les indicateurs publics, le suivi des retombées locales claires. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Ainsi, à l'issue de la cérémonie, les 3 chefs d'État présents se sont rendus sur le quai
d'embarquement pour admirer de plus près le chargement du minerai brut. C'est sous leur regard attentif que le navire de transbordement automoteur a sifflé, emportant à son bord le premier convoi de fer guinéen vers son voyage inaugural. Un moment fort, chargé d'émotions et de symboles, où la Guinée a une fois de plus prouvé qu'elle avance, fière et maîtresse de son destin. Et c'est fait. Le navire bouge et ses retombées économiques seront pour le peuple de Guinée. D'ici 2040, il fera beau jour en Guinée. D'ici 2040, la Guinée sera comme elle ne l'a jamais été auparavant. Tout cet espace n'était que forêt et marécages. Aujourd'hui, c'est la terre de l'avenir. Et le nom transguinéen, hérité du père de l'indépendance lui-même, trouve enfin sa pleine signification. Un héritage préservé, porté et désormais concrétisé par ceux qui ont fait le choix de la souveraineté. Le train du développement est en marche et plus rien ne l'arrêtera. Après avoir assisté auprès du président de la République, Mamadi Doumbouya, au lancement historique de la phase d'exploitation du jugement de fer du Simandou ce mardi à Mori-Baya et à l'ouverture conjointe du forum Transform Africa organisé par la Guinée, l'Alliance Smart Africa, dont il est le PCA. Le président Paul Kagame a quitté Conakry ce mercredi 12 novembre. Les deux chefs d'État entendent marcher ensemble pour imposer la voix du continent à travers le monde. Ils ont également partagé durant ces 2 jours la même vision sur les enjeux stratégiques du continent. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre chef du gouvernement Mamadou Riba et le vice-premier ministre chinois ont assisté à la signature d'un accord sur la mise en place d'un centre médical chino-africain en Guinée, situé dans le quartier équipé commune de Ratoma. Ce centre, premier du Char en Afrique, va permettre de mettre en place les avancées technologiques dans le domaine médical. Tcherno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. La coopération médicale sino-guinéenne continue de se renforcer.
Les deux pays, à travers le ministère guinéen en charge de la santé et la Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine, signent un accord de développement d'un centre de médecine conjoint sino-africain. Aux côtés du vice-ministre chinois, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba, dévoile la plaque de ce centre sino-africain. Premièrement, nous devons faire de ce centre un jalon de la coopération, sinon une coopération sur le besoin de santé des populations guinéennes, partager avec les fruits de technologie et opérations dans des domaines innovants comme la santé numérique et la télémédecine pour que les peuples africains aient davantage de ressources de santé de qualité. Deuxièmement, nous devons continuer de renforcer la coopération sur la santé publique. Nous sommes très heureux de pouvoir mener la coopération avec la partie guinéenne sur la supervision du mécanisme d'alerte et de coordination en cas de santé publique afin de construire un bouclier solide de santé publique et de répondre effectivement à l'éventuelle épidémie. Parmi les capitales africaines, Conakry est la première à accueillir ce centre sino-africain. Le centre va permettre de mettre en place les avancées technologiques en matière de santé. Ce centre viendra ainsi renforcer la prévention et les dispositifs sanitaires déjà mis en place. Vous avez choisi un secteur très sensible pour montrer, disons, votre intérêt à la coopération entre l'Afrique et la Chine. Les réalités contemporaines ont montré que la question de la santé est devenue une question centrale de la stabilité et même d'un aspect géostratégique majeur dans le monde d'aujourd'hui. Notre région a été impactée par la fièvre hémorragique Ebola qui a détruit des vies mais qui avait impacté lourdement notre économie nationale. Et comme vous le savez, le Covid a pratiquement obligé le monde entier à s'arrêter pendant des mois et sur le plan économique et sur le plan des échanges, ça a amené des bouleversements majeurs dont on doit prendre en compte aujourd'hui. Après cette signature, le vice-premier ministre chinois a mis l'occasion à profit pour visiter les installations de l'hôpital de l'Amitié, fruit de la coopération sino-guinéenne. Et puis en plus bref, la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, ce soir à partir de 22h à la Cour suprême. Coopération Conakry-Ankara, l'ambassadeur Abdoulaye Fofana a présenté ses lettres de créance sur le deuxième diplomate accrédité auprès du président Recep Tayyip Erdogan sous l'ère CNRD, un bon signal du rapport entre la Guinée et la Turquie. Makeme Donzo. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Abdoulaye Fofana est reçu au palais présidentiel avec tous les honneurs que mérite la belle histoire d'amitié entre la Guinée et la Turquie. Il est ensuite conduit auprès du président Recep Tayyip Erdogan, à qui il a remis les lettres par lesquelles Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, l'accrédite auprès de son homologue turc. Après la cérémonie, le diplomate guinéen a présenté au président Erdogan la vision des hautes autorités guinéennes sur le renforcement de la coopération bilatérale. Son Excellence, le président Recep Tayyip Erdogan, à l'entame de notre entretien déjà, a tenu à souligner la haute appréciation qu'il a de son Excellence général Mamadi Doumbouya pour les nombreuses réalisations en faveur des populations guinéennes qu'il a eu à faire depuis son arrivée au pouvoir, ainsi que les réformes économiques et politiques, toutes concourant à la stabilité de la Guinée. Une grande mission se dessine pour l'ambassadeur Fofana, rassembler la forte communauté guinéenne vivant en Turquie. Nos priorités sont au nombre de deux essentiellement. La première priorité, c'est le rassemblement de la forte communauté guinéenne résidant en Turquie. Et la deuxième priorité, naturellement, c'est œuvrer au raffermissement des relations de coopération entre nos deux pays. Et je voudrais rajouter que sur ce deuxième point, le président Recep Tayyip Erdogan nous a rassuré de tout son appui et de celui de son gouvernement dans l'accomplissement de notre mission. Dans les prochains jours, le nouvel ambassadeur de la République de Guinée en Turquie devrait rencontrer la communauté. Une rencontre de prise de contact et de remobilisation autour d'un idéal commun,
participer au développement du pays. Direction Kindia où les cadres des communes rurales et de l'administration décentralisée se mobilisent pour rendre plus concrète leur stratégie d'identification des ménages vulnérables et autres défis liés à la résilience climatique. Il s'agit de redéfinir de nouveaux critères pour une prise en charge de cette problématique socio-écologique. Fanalabaya Kamara, Mohamed Sherif Kamara. Apprendre les techniques liées à l'identification des ménages précaires et autres défis du changement climatique dans la région de Kindia, ces cadres venus de l'administration locale se familiarisent avec les outils et mécanismes en la matière. L'idée de redéfinir de nouveaux critères pour une prise en charge effective de cette problématique socio-écologique. Le thème de cette formation s'articule sur le système de suivi et évaluation du PAGL2 et sur l'intégration des outils climatiques dans les PDL, surtout prenant en compte la résilience climatique, les inclusions sociales. Ces acteurs sont réunis pour qu'on échange avec eux autour des projets à résilience climatique et des activités liées à la mise en œuvre du PAGL2. L'Agence de financement des collectivités a pu l'exercice à ligne de mire à rendre les communes plus résilientes face aux méfaits liés au réchauffement climatique et autres enjeux environnementaux. Au cours de cette formation, on a appris les concepts de la vulnérabilité. Ils ont essayé de détailler et j'espère qu'à la sortie de cet atelier, tous les acteurs et tous les participants seront à mesure d'utiliser les outils liés à la vulnérabilité et au changement climatique. Vous savez, dans certaines communes, il y a certaines couches qui sont marginalisées, alors que dans la prise de décision, toutes les couches doivent répondre à l'appel. Vous prenez en ce qui concerne aussi les personnes âgées. Donc, si vous devrez prendre des décisions, lors des conseils, il faudra que ces personnes-là passent par votre décision. Ainsi, ces receveurs et autres acteurs impliqués dans l'élaboration des projets au programme au niveau des collectivités locales dans la région sont outillés. Ils s'engagent à prendre en compte les préoccupations des personnes vulnérables, mais surtout plus que jamais déterminés à lutter contre le réchauffement climatique au sein de leurs collectivités respectives. L'Agence nationale de financement des collectivités, l'Agence française de développement lance la campagne de vulgarisation du guide de mobilisation des ressources internes des 13 communes de Conakry, un outil destiné à renforcer l'autonomie financière des collectivités locales. Marwan Kamara. Ils sont venus des 13 communes de la capitale pour s'approprier le guide de mobilisation des ressources internes. Un document de référence élaboré pour aider les communes à mieux identifier, collecter et gérer leurs propres recettes locales. L'initiative est portée par l'Agence nationale de financement des collectivités locales. L'autonomie financière des communes est une problématique très majeure et nous avons jugé nécessaire pour pouvoir les réunir tous ensemble, services techniques déconcentrés et services de la commune, afin qu'elles soient outillées sur les mêmes problématiques et sur les mêmes approches et pour faciliter une mobilisation des recettes propres et assez équitable. La vulgarisation de ce document vise à uniformiser les pratiques de recouvrement des taxes locales tout en renforçant la transparence et la redevabilité. Au jour d'aujourd'hui, les collectivités ont une responsabilité vis-à-vis des citoyens. Il faut que les élus aujourd'hui, qu'on appelle les délégations spéciales, doivent rendre compte à la population de ce qu'ils font, des recettes collectées au niveau de leur territoire. Cette opération que nous sommes en train de faire concourt bien au respect de la vision du chef de l'État qui voudrait que les collectivités soient au cœur de leur propre développement. Avec l'appui de l'Agence française de développement AFD, ces sessions de formation permettront d'outiller les acteurs locaux sur les mécanismes innovants de mobilisation des ressources allant de la fiscalité locale à la gestion participative du budget communal. Et puis 20 employés locaux expatriés du consortium SMB Winning viennent de bénéficier d'une formation axée sur la culture guinéenne en milieu professionnel. La session est coordonnée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et le cabinet Afrique. Mamadi Ternan Kamisoko. Ils sont une vingtaine d'employés nationaux et expatriés à prendre part à cette session axée sur la culture guinéenne en milieu professionnel.
La session vise à renforcer les capacités managériales et à améliorer la cohésion entre les équipes venues d'horizons différents. À travers l'initiative, le consortium SMB Winning entend faire de la diversité culturelle un levier de performance et de cohésion dans ses activités. C'est dans le cadre d'un brassage culturel entre les expatriés et les locaux. Déjà, on se dit, notre créneau ici, c'est comment renforcer ce brassage culturel entre les employés. L'objectif recherché, c'est comment faciliter la compréhension à travers les différentes cultures de chaque employé qui se retrouve au sein du consortium SMB Winning. Cette démarche favorise un véritable brassage culturel. Dans les entreprises interviennent plusieurs nationalités de différentes cultures. Alors, il y a lieu que chaque horizon culturelle sache comprendre l'autre horizon afin que l'interculturalité puisse constituer un facteur de croissance, un facteur de productivité dans l'entreprise. Comme vous le savez, l'ONFP est une institution publique de l'État qui travaille à répondre aux besoins en formation des entreprises partenaires. Donc cette formation est là pour but de faire la promotion de la culture guinéenne afin qu'il y ait un brassage culturel dans l'environnement professionnel de la SMB. Pour nous, c'est une thématique très très intéressante. Dans les prochains jours, 2 autres sessions sont prévues pour 40 employés supplémentaires. Elles porteront sur la rédaction administrative et la gestion axée sur les résultats. À présent, parlons de la compensation et de la hiérarchie des impacts dans l'exécution des différents projets de développement pour mieux maîtriser les nouveaux défis liés au secteur. Plusieurs spécialistes de la conservation viennent de se réunir à Conakry. Ils adoptent un modèle type de compensation avec des normes plus élevées. Mamadou Alpha Baldé. Dans le développement et l'exécution des projets d'envergure, la compensation écologique n'est pas toujours à la hauteur des dégradations réelles. Ici, experts et autres spécialistes se réunissent pour échanger autour d'un modèle de compensation actualisé et en conformité avec les normes les plus modernes du secteur. Les hiérarchies d'atténuation de ces impacts-là sont essentiels pour l'utilisation ou la conservation durable de cette biodiversité. Et donc, à cet atelier, nous avons retenu que éviter, réduire et au cas compenser si les impacts résiduels sont sur la biodiversité. L'initiative va permettre à ce que nous puissions concilier le développement et le développement durable à travers la préservation de l'environnement. De la faune à la flore, toutes les pertes écologiques sont évaluées et prises en compte. Le nouveau modèle type en phase de finalisation sera partagé aux acteurs de terrain chargés de l'application de la législation environnementale. Quand on parle de compensation, d'abord il faut comprendre c'est quoi une hiérarchie d'atténuation. C'est un projet de développement qui a des impacts environnementaux est nécessairement soumis à l'obligation de respecter ce qu'on appelle la hiérarchie d'atténuation. C'est-à-dire qu'il doit au premier abord éviter. S'il ne peut pas éviter, il doit atténuer. S'il ne peut pas atténuer, il doit compenser. Et la compensation peut aller jusqu'au niveau des impacts résiduels, c'est-à-dire prendre des mesures qu'on appelle offset. Avec Biotop, Guinée Écologie et l'Agence française de développement, la Guinée compte favoriser un développement durable entièrement respectueux des normes environnementales. Une mission de l'Agence française de développement vient d'effectuer une visite de terrain dans la commune rurale de Kabak. Objectif, évaluer le reboisement de la mangrove au titre de la compensation carbone du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée. Résultat, ils sont allés au-delà des attentes. 40 hectares sont reboisés sur 42 hectares sont reboisés sur 40 prévus. Bausman, Mamadou Djoumaba. La commune rurale de Kabak est un grenier qui subit la montée dévastatrice des eaux marines. Dans une de ses composantes, le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée, PEFAG, reboise 42 hectares de mangroves sur plusieurs périmètres de la zone.
L'action s'inscrit dans la compensation carbone de ce projet financé par l'Agence française de développement AFD. Sur le terrain, la mission conjointe évalue les travaux réalisés. Le constat que nous faisons, c'est que l'objectif qu'on s'est fixé a été bien atteint. Les 40 hectares ont été réalisés. Nous avons fait venir une équipe de l'ONG Oceanium, parmi laquelle équipe il y a un cartographe qui est venu, il a mesuré toutes les superficies qui ont été reboisées. Le reboisement des 42 hectares est exécuté par l'ONG Oceanium avec une forte implication des communautés locales. Je comprends que le projet a été bien adopté par la communauté, que la finalité était bien comprise, qu'il y a un certain enthousiasme en fait, et qu'au-delà de ce micro-projet, on peut penser que la communauté va se saisir elle-même de la question et continuer à planter de la mangrove. La population de Kabak a été bel et bien initiée comment faire le reboisement au niveau de la mangrove et comment suivre. Franchement, ça a été une très bonne chose pour nous parce qu'avant on ne connaissait pas si on pouvait faire le reboisement au niveau de la mangrove et ça a été très bien reçu. Les acteurs comptent assurer un suivi rapproché des différents périmètres reboisés. Quant aux communautés, elles sollicitent la réalisation d'activités génératrices de revenus pour atténuer la pression sur la mangrove, zone écologique par excellence. Toujours en province, une agriculture performante, innovante au service des producteurs de la région de l'Abbé. C'est le pari que tente de gagner la Chambre régionale d'agriculture au cours de l'Assemblée consulaire. Les élus des 5 préfectures que compte la région échangé pour peaufiner de nouvelles stratégies en faveur d'une agriculture durable et inclusive. Nabila Moussa Kamara, Sarafoudine Diallo. Agriculture plus performante, innovante et proche des producteurs. La Chambre régionale d'agriculture de l'Abbé tient son assemblée consulaire régionale. Une rencontre stratégique pour renforcer la gouvernance agricole dans la région. Cette session revêt une importance particulière car elle nous offre l'opportunité de définir ensemble les orientations stratégiques pour le développement agricole régional. Elle constitue un cadre privilégié de concertation, de réflexion et de prise de décision en faveur du monde rural. Ces orientations budgétaires sont le fruit d'une concertation exclusive associant les élus consulaires, les services déconcentrés de l'État, les producteurs et nos partenaires techniques et financiers. L'événement réunit les élus venus des 5 préfectures de la région. Ensemble, ils échangent, évaluent les actions en cours et définissent de nouvelles orientations pour un développement agricole durable et inclusif. Nous espérons avoir fait le travail pour lequel nous avons été mandatés, tout en espérant que la haute autorité au niveau de la Chambre d'agriculture tiendra compte de ces recommandations-là pour le bien et pour le bénéfice du monde rural. Nous sommes pleinement engagés pour les accompagner dans la mise en œuvre des projets qu'ils ont pu identifier dans cette session, notamment le renforcement des capacités des producteurs, la construction des chambres froides, la mécanisation, appui institutionnel. Au cours des travaux, le règlement intérieur est révisé, le budget annuel adopté et plusieurs projets validés. Des recommandations sont également formulées pour renforcer l'efficacité des actions sur le terrain au profit des producteurs. Kobada Roussal offre des kits scolaires aux élèves de certaines écoles élémentaires situées dans ces zones d'intervention. Il s'agit du district de Dougoula, sous-préfecture de Kamsar et Kowel, centre à Sangaridi. C'est pour encourager la scolarisation des enfants dans ces différentes localités. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Comme les années précédentes, la direction générale de la compagnie de bauxite de Guingamp, Kobada Roussal, vole encore au secours des élèves de l'école élémentaire du district de Dougoula, dans la sous-préfecture de Kamsara. Elle leur offre des kits scolaires composés de cahiers, de livres, de bics et de sacs. En travaillant main dans la main avec les autorités locales et les acteurs communautaires, Roussal s'efforce toujours de créer un environnement où chacun peut prospérer, en mettant un accent particulier sur le développement des jeunes.
car nous sommes convaincus que la jeunesse est la pierre angulaire du développement durable et le véritable moteur du progrès. Je remercie et encourage la Direction générale de COBAD pour son soutien et son accompagnement à l'école primaire de Dougoula, qui prouve à suffisance l'aperçu de sa responsabilité sociétale envers la communauté. J'exhorte la direction de l'APE, les enseignants et élèves bénéficiaires, l'utilisation de ces matériels scolaires à bon escient. C'est le même geste de la part de la direction de COBAD Russal à l'endroit de l'école élémentaire du district de Kourawel Centre dans la sous-préfecture de Sangaridi. La société met en œuvre chaque année de nombreux programmes visant à lutter contre la pauvreté, améliorer la qualité de vie de la population locale, le niveau d'alphabétisation, le développement des infrastructures ainsi que des programmes éducatifs et médicaux. Russal, COBAD a équipé tout et comme vous voyez, continue à livrer tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'école. Ces deux écoles primaires de Dougoula à Kamsar et de Kourawel Centre dans la sous-préfecture de Sangaridi ont été construites par COBAD Russal en 2020. Enfin, place au Festival des mots, un événement qui célèbre la puissance et la beauté des langues. Pour cette 8e édition, le thème à nos mémoires sera débattu par les festivaliers. C'est la Muse qui chapeaute l'événement en partenariat avec le ministère de la Culture. Marie-Angélique Bangoura, Mohamed Bangoura. Le festival Univers des mots est un espace de rencontre, d'échange d'idées et de réseautage où la littérature et la culture prennent vie. Pendant plusieurs jours, des écrivains, des poètes, des artistes et des passionnés de l'art dramatique se réuniront pour partager leurs passions, leurs idées et leurs créations. Cette 8e édition de l'Univers des mots sera l'occasion de présenter les étapes de travail des spectacles des binômes franco-guinéens du projet Les mots et les gestes, développé dans le cadre du programme Access Culture, financé par l'AFD et l'Institut français de Paris et d'autres spectacles qui sont également programmés. L'ambition artistique est donc intacte et le théâtre sera au rendez-vous. Au cours de cette édition, 9 projets passionnants répartis entre 4 chantiers d'exploration et 5 spectacles seront représentés à travers des pièces de théâtre et autres formes d'expression artistique. Le ministre a jugé important de soutenir ce festival qui aujourd'hui n'est plus à présenter de renommée internationale. C'est des plateformes comme ça qui permettent non seulement à nos artistes de rencontrer d'autres artistes en résidence et de faire des créations. Et ce n'est pas des créations qui seront seulement jouées en Guinée, c'est des créations aussi qui vont aller jouer ailleurs. Donc non seulement on crée de l'emploi pour nos artistes et aussi on leur montre d'autres réalités, d'autres horizons. Je suis très content parce que c'est un très bel événement qui permet de faire rayonner la langue française et la francophonie, de faire émerger des jeunes talents. Donc c'est important que ce genre d'événement existe sur notre continent. Les sites choisis pour abriter cette 8e édition sont l'espace culturel Studio Kira, la maison des jeunes de Nongo et la salle Malik Condé. Les organisateurs profiteront d'occasion pour expliquer les enjeux du modèle économique du théâtre en Guinée qui est confronté à des défis croissants en raison du manque de financement dédié aux acteurs de l'art de scène. À retenir ce soir la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Ce soir, à partir de 22h,